Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? On est à Montréal, on est sur la rue Notre-Dame, on se rend du côté du parc Honoré-Mercier, notamment de la promenade Belle-Rive, où a été mise en place donc en 2021 une noue à l'occasion de la création d'un skatepark. On va en parler avec nos deux invités. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Sergine Chanta, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agente de recherche en verdissement. C'est bien ça. Et à vos côtés également Caroline Davignon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes architecte paysagiste, donc toutes les deux pour l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Où se trouve-t-on ici exactement? On se trouve au parc de la promenade Belle-Rive, principalement dans un des parcs limitrophes qu'on nomme Parc Honoré-Mercier. C'est en bordure de la rue Notre-Dame et du fleuve Saint-Laurent. Et l'enjeu ici, ça a été dans ce parc de créer un skatepark. Vous aviez le mandant. Et quelle est la question qui s'est posée pour la création de ce skatepark? Bien, tout d'abord, donc anciennement, c'était un parc avec une superficie gazonnée. Il y avait un terrain de baseball. Puis donc, on a eu le mandat d'aménager un skatepark. Donc, notre préoccupation première, c'était de venir justement minéraliser pour une superficie d'environ 1000 mètres carrés un espace vert, ce qui est un peu à l'encontre de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Donc, ce qui a guidé la conception et toute notre réflexion, c'était d'essayer d'amoindrir l'impact de ce skatepark-là de par des gestes là, qu'on ferait tout au long de la conception en périphérie du skatepark. Là. Alors Caroline, justement, comment est-ce qu'on s'y est pris pour tenter de compenser justement l'impact de cette minéralisation? Bien, il y a plusieurs volets. Donc, on a essayé de verdir au maximum. On a planté beaucoup d'arbres. Autour du skatepark, on en a une cinquantaine. On a un boisé aussi qui a été planté juste à côté. Donc, il y a environ 400 arbres qui ont été plantés. Ensuite, tous les déblais du skatepark ont été gardés sur le site. Donc, on évitait le transport des sols à l'extérieur du site pour en faire des butons qui amoindrit aussi l'impact visuel. À partir de la promenade Belle-Rive, on n'a à peu près pas idée qu'il y a un skatepark à cet endroit-là. Donc des butons, c'est des petites buttes, c'est ça? Exactement, des petites buttes qu'on a ensemencées avec des prés fleuris. Donc, ça permet d'augmenter la biodiversité. Justement, Sergine Chanta, vous qui êtes agente de recherche en verdissement, on pourrait commencer à longer cette noue qui a été créée et vous avez notamment travaillé sur le verdissement de cette noue. Comment se fait le choix justement des plantations? C'était aussi important de choisir des végétaux en fonction des conditions qui sont vraiment particulières à nous. C'est-à-dire que c'est un lieu où l'eau peut s'accumuler et rester pendant un certain temps. Puis aussi, à d'autres moments de l'été, ça peut être un endroit où le sol est très sec. Donc, des végétaux qui sont adaptés à des conditions autant de sécheresse extrême que de sol saturé en eau. Et puis Sergine, on est également pas très loin là, de la rue Notre-Dame, qui est très passante, on l'entend un peu très bruyante. Ça veut dire aussi que l'hiver, il y a du sel de déglaçage. Alors là aussi, de quelle manière on choisit les plantes pour correspondre justement à cette réalité du terrain? C'est effectivement un autre critère qui a orienté notre sélection de végétaux. Des végétaux qui sont résistants aux embruns salins et puis aussi au sel de déclassage parce qu'éventuellement, dans une phase proche future du projet, on voudrait que la noue puisse collecter les eaux des rues avoisinantes. Et comme on sait qu'ici au Québec, on épand beaucoup de sel sur nos rues l'hiver pour déglacer, bien, c'est vraiment une considération à avoir quand on fait le choix de végétaux. Ouais. Alors justement, ces végétaux, quels sont-ils? Oh, bien, en fait, la noue, c'est une très grande superficie, puis on a décidé de de sectionner la noue en 7 zones. Qui alternent entre des zones qui sont plantées avec des arbustes, avec des zones qui ont été ensemencées d'un mélange de semences de prés fleuris. Donc, parmi les espèces qu'on a choisies, là, on retrouve le cornouiller, on retrouve de l'aronie, puis de la spirée, tomentosa,
Puis on a aussi quelques essences d'arbres qu'on a choisies, toutes des espèces qui sont résistantes à des sols saturés en eau. Donc on a le chêne, puis on a aussi un saule pleureur, puis on a quelques peupliers aussi. Le projet ici a été mis en place, Caroline Davignon, en 2021. Quel coût ça représente justement de créer cet écosystème finalement entre le skatepark mais aussi la noue qui compense la minéralisation. Ça a représenté quel budget? Si on parle juste de l'infrastructure verte, donc on parle d'environ 300 000 C'est toutefois assez simple. Là, on parle principalement d'excavation, de mise en place de terres de culture, puis de plantation de végétaux. On a un réseau de plusieurs regards, là, des trop-pleins qui ont été installés au tout début de la noue, mais c'est relativement assez simple comme infrastructure. Caroline Davignon, le fait d'avoir mis en place justement une noue, le fait d'avoir eu cette conscience écologique, est-ce que c'est plus cher que de construire un projet lambda, je dirais? Est-ce qu'il y a un surcoût? Non, principalement pour celui-ci, en tout cas, qui est relativement simple, là, on n'y voit pas de surcoût. L'enjeu principal, ensuite, c'est plutôt l'entretien de ces infrastructures-là. Là. Ici, on a été chanceux, on a eu l'aide de nos collaborateurs internes, donc les horticulteurs qui ont fait le choix de végétaux et les jardiniers qui sont venus les planter. Donc, il y a vraiment un souci d'entretien qui est accru en fonctionnant de cette façon-là. Et là, Caroline, on se rend tout doucement en longeant la noue, donc tout près du fleuve Saint-Laurent. On voit le fleuve évidemment d'ici. La promenade Belle-Rive longe le fleuve Saint-Laurent ici à Montréal. Quel est l'objectif final de cet aménagement? Actuellement, la noue ne fait que recueillir les eaux de ruissellement du skatepark. La superficie est quand même très grande, c'est dû au sol en place, on est sur de l'argile, donc la capacité d'infiltration est quand même très faible, ce qui nous donne l'obligation d'avoir une superficie aussi grande. Par contre, elle présente une opportunité pour une phase 2 qui nécessiterait d'autres aménagements, mais ce serait d'aller recueillir les eaux du quartier environnement, qui est d'environ 76 hectares. Donc, les recueillir, il y aurait une partie qui serait encore infiltrée, mais ce qui serait en surplus serait envoyé directement dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y aurait des aménagements à faire de ce côté aussi. Donc, en phase 2, on pourrait aller soulager le réseau d'égouts là, encore plus. Donc l'idée, effectivement, c'est de dissocier de plus en plus le réseau d'égouts, le réseau d'assainissement d'une part, et d'autre part le réseau d'eau pluviale. Exactement, donc diminuer du même coup les surverses dans le fleuve et améliorer la qualité de l'eau. Là. Merci beaucoup Caroline Davignon, ainsi que votre collègue Serching Chanta, agente de recherche en verdissement Serching Chanta, et Caroline Davignon, architecte paysagiste pour l'arrondissement. Merci Hochelaga Maisonneuve, merci infiniment. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Le parc de la promenade de Belle-Rive à Montréal se situe donc dans le parc Honoré Mercier, donc dans l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve. On en parle avec Geneviève Dufresne, elle est conseillère en planification justement au sein de la section de la transition écologique et de la résilience donc à Montréal. Bonjour Geneviève. Bonjour Arnaud. De quelle manière justement ce parc et cet exemple dont on a parlé tout à l'heure avec ce skatepark pourrait être généralisé peut-être déjà à l'ensemble de l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve à Montréal? C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment un réflexe qu'on veut développer chez tous les professionnels de notre arrondissement. Donc, autant de, par exemple, favoriser la biodiversité, qui est un de nos objectifs également, mais vraiment la gestion des eaux pluviales, on veut que ça devienne un automatisme lorsqu'on conçoit des aménagements, autant dans les rues que dans les parcs. Donc, à chaque fois qu'on réaménage un parc, cette question-là doit revenir chez les professionnels, puis c'est ce qu'on essaie de faire. Ça veut dire qu'à terme, chaque parc de l'arrondissement devrait posséder ce qu'on appelle une noue, donc pour recueillir les eaux pluviales? C'est sûr que c'est du cas par cas. Une noue, ça peut être un des aménagements qui peut être proposé. Ça peut être un autre aménagement. Ça va vraiment dépendre du contexte. Puis, si, par exemple, le parc est situé dans une cuvette ou s'il est situé dans un endroit où est-ce qu'il y a
peu de problématiques. Donc, ça peut être des infrastructures plus réduites. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Je vous propose, Geneviève, justement, qu'on discute de cette qualité de l'eau. On va faire un tour maintenant à Outremont, pas très loin, donc toujours à Montréal, pas très loin de l'arrondissement. Merci Hochelaga Maisonneuve. Et à Outremont, donc dans ce parc Pierre Dansereau, on y retrouve plusieurs invités, notamment Hervé Caltran, ingénieur, représentant la métropole de Lyon. Bonjour Hervé. Bonjour. Puis également à vos côtés, on retrouve Alain Saladius. Il est ingénieur, lui aussi, président de la fondation Rivière au pluriel. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Puis on a également Pascale Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice des ateliers Hublot. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment justement envisager, on parlait avec Geneviève donc de l'importance de ces aménagements urbains dans l'arrondissement, merci Hochelaga Maisonneuve de Montréal. Comment envisager ça à plus grande échelle? Peut-être regardons du côté du Québec avec vous Alain, avec cette présidence de la Fondation Rivière. Est-ce que pour vous ça fait partie des solutions possibles d'aménager comme ça localement pour tout simplement permettre une meilleure évacuation de ces eaux pluviales et les ramener par la suite? C'est pas encore le cas, je le sais, mais ça sera prochainement les ramener vers le fleuve Saint-Laurent. Effectivement, la gestion des eaux pluviales, c'est une très grande problématique au Québec qui était méconnue, ignorée là, jusqu'à il y a 15 ans environ. Donc, tous les ingénieurs qui ont passé par les écoles n'ont jamais appris à bien gérer ces eaux pluviales-là. Ça a toujours été une conception avec de la tuyauterie, puis d'évacuer le plus rapidement possible ces eaux-là. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Il y a la conscientisation des gens, les problèmes que ça apporte. De plus en plus, il y a tous les problèmes d'érosion des sols. Actuellement, avec les changements climatiques, il y a le problème de pénurie d'eau dans des... Là, on parle du territoire du Québec, mais il y a des municipalités qui puisent leur eau dans les nappes souterraines, évidemment. Puis toutes ces eaux-là qu'on évacue dans les rivières le plus rapidement possible, ils ne sont plus disponibles, ils ne sont plus infiltrés dans le sol et ça cause des problèmes. Ça va causer des problèmes d'abaissement de la nappe phréatique un peu partout sur le territoire. Il y a aussi, si on revient dans des milieux urbains, plus urbains, entre autres dans Hochelaga, Maisonneuve, dans le plateau Mont-Royal, il y a tous des affaissements de maisons. Tu sais, les maisons qui sont construites sur l'argile. Donc, le fait qu'il n'y ait plus cette infiltration de l'eau dans les sols, l'argile, ça sèche et les maisons s'effondrent, ça tasse, ça craque, ça fissure. Écoutez, j'ai même vu des maisons, quand j'ai fait une visite pour un achat, le propriétaire me montre un boyau d'arrosage qui coulait en permanence sur son terrain pour recharger la nappe. C'est complètement aberrant, mais c'est une image qui me vient à l'esprit pour vous montrer à quel point dans notre société, on maîtrise mal, on ne réfléchit pas. Il faut reconscientiser, informer les gens, puis c'est le devoir d'un peu tout le monde, de tous les professionnels. Écoutez, il se construit encore des stationnements avec des bandes, vraiment encore pour drainer les eaux pluviales, évacuer les eaux pluviales partout sans infiltrer. Nos écoles d'ingénierie sont déficientes, les bureaux d'ingénieurs, les municipalités qui ne réglementent pas adéquatement. Il y a un gros travail à faire. Puis donc, le travail de la Fondation Rivière, c'est d'informer, de faire en sorte que la réglementation change le plus rapidement possible aussi. Quel est justement l'état de la situation en France cette fois-ci, et plus particulièrement à Lyon, puisque vous travaillez pour la métropole de Lyon, Hervé Caltran? La problématique est un peu la même, c'est-à-dire quand il pleut sur ces milieux urbains très imperméabilisés, l'eau va ruisseler, partir dans les réseaux d'assainissement et qui vont déborder dans les petits cours d'eau, donc qui vont entraîner beaucoup de pollution. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de retrouver un cycle naturel de l'eau, de la prendre et de la mettre dans le sol. Et en particulier, quand on va travailler sur des parcs plantés comme ici, des noues, d'autres types d'ouvrages, on va s'appuyer très fortement sur la nature et sur les rôles écosystémiques du sol, de la végétation qui va être là et qui va être en capacité de traiter un petit peu cette pollution. Alors pas toute, mais une petite partie de la qualité. Donc c'est vraiment des ouvrages qui sont très intéressants pour la gestion des eaux de pluie, justement dans le cadre de traiter cette eau avant le rejet dans les cours d'eau naturels, mais aussi qui va filtrer l'eau, qui va rejoindre la nappe phréatique. Et donc en France, on a beaucoup là aussi de problématiques de gestion de l'eau, et en particulier avec l'abaissement des nappes phréatiques également. Oui. Quand on parle de qualité de l'eau, justement, quels sont les moyens pour accroître cette qualité de l'eau, et particulièrement en milieu urbain?
Geneviève? Il y a toute une problématique à Montréal de surverse vers le fleuve. Lorsqu'il y a des volumes de ruissellement qui dépassent la capacité de conception du réseau d'égouts, ça crée des surverses au fleuve. On se rappelle qu'à Montréal, on a un système d'égouts combiné. Ça veut dire concrètement, dès qu'il y a une trop grosse pluie, eh ben on est dans le cas que vous décrivez. Exactement. Donc, c'est vraiment des eaux d'égouts. Donc, tout est rejeté au fleuve. Donc, ça crée de la pollution dans le fleuve Saint-Laurent. Puis, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, évidemment. Les aménagements, les infrastructures vertes drainantes sont doublement importantes pour éviter ces surverses-là. Mais il y a aussi le problème d'inondation chez les résidents. Dans notre arrondissement, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, il y a beaucoup de réclamations en ce sens-là. Donc, les gens se font inonder leur maison. Puis, tu sais, il faut rappeler que les inondations, là, oui, bon, on a des assurances, etc., sauf que ça crée vraiment des problèmes de santé physique et psychologique également. Là, c'est vraiment des gros traumatismes chez les résidents. Donc, pour toutes ces raisons-là, les infrastructures vertes drainantes sont hyper importantes, puis il faut les multiplier partout dans la ville. Comment envisager justement cette multiplication, Pascal Rouillet? Comment diminuer ces surverses, éviter les débordements? Peut-être comment peut-on davantage envisager une répartition entre le recueillement des eaux pluviales et les réseaux d'assainissement? Comment repenser tout ça en d'autres termes? Je dirais qu'on arrive face à une obligation de réagir. Mes collègues en parlaient autour de la table. On vit dans des territoires, peu importe d'où viennent ici les collègues autour de la table, mais on vit dans des territoires de plus en plus denses. On veut densifier la ville sur la ville et c'est bien normal et nécessaire aussi. On vit face à des infrastructures qui ont été conçues il y a des décennies qui sont sursollicitées doublement par la densification de nos territoires nécessaires pour préserver nos terres agricoles et milieux naturels, mais aussi sollicitées par les événements reliés au changement climatique. Donc c'est une double sollicitation qui fait qu'on impacte toutes nos infrastructures et qu'on vient aussi solliciter nos milieux récepteurs, nos milieux naturels, qu'ils soient le fleuve ou autres à travers les territoires. Donc on est face à une obligation de réagir parce que ces milieux récepteurs-là, quels qu'ils soient, on a d'autres usages aussi. La biodiversité est dans ces milieux récepteurs. La biodiversité, c'est plus approuvé et nécessaire pour l'équilibre, surtout dans les années à venir. On a besoin de cette biodiversité et ces milieux récepteurs, c'est aussi nos milieux de vie. On prône de plus en plus le tourisme local, la récréation locale. Alors la baignade dans nos lacs, dans nos rivières, dans nos cours d'eau, c'est de plus en plus en développement. On a besoin de milieux pour se rafraîchir aussi. Donc tout ça cotise à notre santé globale. Alors il faut réagir. Mais comment on réagit à ça? Je pense que c'est une juste alliance entre la planification de nos territoires, où est-ce qu'on intervient sur la planification de nos aménagements et des plans directeurs de drainage à l'échelle complète de nos territoires, où on va être capable de superposer ces strates de planification urbaine pour détecter où sont les endroits les plus propices pour implanter les meilleures pratiques adaptées. Et si on superpose à ça d'autres enjeux qu'on vit, notamment autour des îlots de chaleur et de la santé publique, là, les lieux prioritaires vont très vite se déterminer, que ce soit à Montréal, à Lyon et bien ailleurs sur nos territoires. Donc une fois que ça c'est fait, là, il va falloir trouver les meilleures pratiques aux meilleurs endroits pour être en mesure d'aller chercher le maximum de bénéfices écosystémiques aussi avec le temps et les budgets qui sont dans nos mains là. Donc c'est ça, oui, parler de la qualité de l'eau, mais à travers ça, essayer aussi d'apporter tout un tas de bénéfices aux usagers, lutte contre les îlots de chaleur, habitat faunique et floristique, et Alain parlait d'alimentation de la nappe phréatique pour nos usages en eau potable, etc. Avoir une approche holistique, avoir une approche plus globale. Alain Saladius? Oui, en fait, il ne faut pas négliger l'effort des citoyens. Chaque personne qui a une gouttière, qui peut déverser cette gouttière-là sur le terrain naturel au lieu de l'envoyer dans la rue avec le ruissellement habituel. Donc, il ne faut pas minimiser nos demandes face aux citoyens, qu'il y ait un engagement citoyen, une responsabilité citoyenne. C'est important. Et par rapport à la récupération des usages, là, la baignade, entre autres, il y a un projet au parc Belle-Rive de baignade avec des quais et tout ça. Il y a aussi des ouvrages de surverse en amont, il y en a quelques-uns. Fait qu'il faut cibler, si on veut récupérer le parc Belle-Rive, donc les quelques ouvrages qui débordent occasionnellement, là, il faut cibler ces endroits-là pour prioriser une bonne gestion des eaux, réduire
les débordements d'eau usée en contrôlant mieux les eaux pluviales. À quelle échéance, Geneviève Dufresne, on peut envisager se baigner sur les rives du fleuve Saint-Laurent en allant du côté de la promenade Belle-Rive ou du côté du parc Honoré-Mercier? Alain? J'ai une réponse facile, c'est qu'on peut se baigner maintenant à condition de surveiller la qualité de l'eau. Il y a des méthodes, des analyses rapides en 15 minutes qui peuvent être faites pour connaître la qualité bactériologique de l'eau. Donc, c'est baignable dès maintenant. Autour de l'île de Montréal, il y a des dizaines d'endroits qui sont baignables où la qualité de l'eau est bonne plus de 90% du temps. Donc, c'est de prendre des mesures un contrôle de qualité d'eau avec des systèmes, des alarmes. Si jamais il y a des problèmes dans le réseau, des alarmes, on reçoit ça dans le cellulaire, les gardiens sont avertis. Donc, ça se gère dès Ne pas se baigner après une grosse averse, quoi, c'est ça? Oui, mais ça dépend où. Pas toujours. Il y a des endroits où on peut se baigner après une grosse averse. Donc, c'est du cas par cas. Et on s'est équipé à la Fondation Rivière. On a la performance de tous les ouvrages à la grandeur du Québec. On sait exactement ce qui se passe, puis les endroits appropriés pour réintroduire la baignade. Et ça aussi, j'imagine qu'en France, à Hervé-Caltran, c'est un enjeu important aussi de pouvoir se réapproprier ces lieux de baignade avec cette meilleure qualité de l'eau. Oui, tout à fait. C'est un enjeu très important pour l'ensemble du citoyen de pouvoir se baigner, et en particulier dans des quartiers qui sont un peu plus défavorisés, sur lesquels les gens ne partent pas en vacances. Donc ça aussi, c'est important d'arriver à faire du lien social et de pouvoir inclure l'ensemble des gens sur les vacances, et en particulier se baigner dans ces cours d'eau. Après, il reste la question de la sécurité sur des cours d'eau qui sont peut-être un peu rapides, faire des aménagements pour pouvoir rentrer et sortir de l'eau en toute sécurité. Parce que ça fait des années qu'on entend que la Seine va être bientôt baignable. Ça devait être le cas pour les Jeux Olympiques. Lyon, on est très loin de Paris, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais non, ça devrait être baignable. Mais cette question, on se pose aussi dans des villes comme Grenoble, il y a des travaux là-dessus, Lyon aussi, toutes ces questions se posent un peu de partout. Alors effectivement, d'ores et déjà, on peut à certains endroits se baigner très en amont des cours d'eau, en aval, certaines fois quand il n'y a pas de déversoir d'orage, mais c'est bien du cas par cas, et c'est ce qui pose la difficulté, cas par cas sur la localisation et cas par cas en fonction du temps et de la météo. Pascal Rouillet. Je pense que Alain, tout à l'heure, disait qu'il ne faut pas négliger l'implication citoyenne, mais le citoyen aussi, un peu comme le consommateur qui influence les choix au supermarché. Ici, le citoyen devient aussi l'influenceur. Alain pourra en parler plus que moi, mais des événements comme le Grand Splash qui incitent les citoyens à se jeter dans le fleuve là, tous les ans. Ça envoie tout un signal ici aux élus, aux décideurs de dire en fait, allons-y spontanément. Baignons-nous, allons-y, baignons-nous et envoyons un signal qu'on a envie d'aller se baigner dans ces lieux-là et qu'il faut faire le nécessaire pour qu'on puisse en profiter de ces lieux-là sans forcément non plus se dire ça nécessite des dizaines d'années de travail. Là. Allons-y, envoyons le signal qu'on influence. Donc tout passe finalement, si je comprends bien Alain, par le citoyen qui doit d'abord être responsable et faire attention à sa gestion de l'eau, mais aussi demander davantage lorsque c'est nécessaire. Oui, effectivement, le Grand Splash est un exemple qui, traditionnellement, au bassin Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, à chaque année, on fait un Grand Splash pour revendiquer un accès à ce bassin où la qualité de l'eau est bonne 98% du temps, avec toutes les analyses qui ont été faites par la Ville de Montréal depuis 20 ans. L'eau est exceptionnellement bonne. Donc, on a développé un concept d'aménagement à faible coût qu'on va rendre public bientôt. Le problème est d'ordre politique avec le fédéral qui refuse l'accès aux citoyens. Je veux dire, dans le Vieux-Port, c'est l'endroit où il y a une masse de population importante. Et avec les réchauffements climatiques, de plus en plus, on va revendiquer la possibilité de pouvoir se baigner. Donc la volonté des citoyens de se réapproprier leur environnement, c'est aussi certains lieux publics et c'est aussi la qualité de l'eau et des espaces de baignade. On en parlait avec vous, Alain Saladius, ingénieur, également président de la Fondation Rivière au pluriel, Geneviève Dufresne, conseillère en planification pour la section de la transition écologique et de la résilience à CEPOL arrondissement. Merci Hochelaga Maisonneuve à Montréal, Pascal Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice des ateliers Hublot et Hervé Caltran, ingénieur pour la métropole de Lyon. Merci à tous les quatre. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain?
volant tout océan en surface. Quel mystère chaque goutte t'entraîne. Où va la pluie dans ce monde incertain?